Je m'appelle Brittany Gutch et je suis responsable des programmes de Knowledge Success au Centre des programmes de communication de Johns Hopkins. Knowledge Success est ravi de travailler avec FP 2030 pour cette série. La session d'aujourd'hui est notre 16e conversation de la série Connecting Conversations. Si vous avez manqué les conversations précédentes, vous pouvez regarder les enregistrements sur la chaîne YouTube de FP 2030 ou lire les récapitulatifs dans les blogs sur le site web de Knowledge Success, où vous pouvez trouver les liens vers les enregistrements. Cette conversation durera environ 1 heure et nous aurons une discussion ouverte de questions et de réponses avec nos 3 intervenants. Nous bénéficions d'un service d'interprétation simultanée en français et la session sera enregistrée en anglais et en français. Les enregistrements seront disponibles dans les prochains jours. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez sélectionner votre langue en cliquant sur le petit globe terrestre au bas de l'écran Zoom. En outre, vous pouvez choisir si vous souhaitez continuer à utiliser les sous-titres. Vous devrez les voir automatiquement maintenant, mais sinon, vous pouvez cliquer sur l'icône avec 2C en bas de l'écran Zoom pour les activer. Pour les cacher plus tard, vous pouvez cliquer sur la même icône et sélectionner Masquer les sous-titres dans le menu qui apparaît. Les participants seront sourdines pendant la conversation. Mais si vous avez des questions à poser à nos intervenants, vous pouvez les écrire dans la boîte de chat. Mes collègues de Knowledge Success suivront la discussion dans la boîte chat et nous répondrons à autant de questions que le temps le permettra. Au cas où vous participez pour la première fois, voici quelques informations sur cette série. Connecting Conversations est une série de discussions sur la santé reproductive des adolescents et des jeunes organisée par FP 2030 et Knowledge Success. Jusqu'à la fin de l'année, nous co-organiserons ces sessions toutes les 2 semaines sur des sujets variés. La série a été divisée en 5 thèmes. Nous avons commencé en développant nos connaissances de base du développement et de la santé des adolescents. Nous avons poursuivi nos conversations en explorant l'engagement des influenceurs pour améliorer la santé reproductive des jeunes. Notre 3e thème, axé sur les services adaptés aux adolescents, a débuté le 4 mars. Nous sommes ravis de poursuivre cette série de conversations sur les populations clés des jeunes avec une discussion sur les jeunes adolescents dans des situations humanitaires. Avant de présenter notre modératrice, j'aimerais commencer avec les réponses au sondage. Si nous pouvons les afficher. Très bien, merci. Première question. Votre pays recueille-t-il des données sur les besoins en nécessaire des jeunes déplacés internes, réfugiés ou demandeurs d'asile? Il paraît que c'est presque l'égalité entre oui et pas certain. Deuxième question. La stratégie de santé de votre pays inclut-elle la préparation aux urgences et la riposte pour la SSR, y compris la planification familiale? Et la majorité d'entre vous ont choisi oui. Voilà 2 sujets que nos intervenants vont aborder aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir répondu à ces questions de sondage. Et maintenant, je vais présenter notre modératrice. Anoushka Maniampur est le responsable de CARE pour la santé sexuelle et reproductive dans les situations d'urgence. Elle est chargée d'assurer un soutien technique et stratégique de qualité dans l'ensemble de l'organisation, y compris la gestion technique des efforts de déploiement et de réponse de CARE en matière de STSR. Anoushka travaille au sein de l'architecture humanitaire de CARE pour renforcer l'intégration de la santé et des droits sexuels et reproductifs dans tous les secteurs, avec un accent particulier sur le genre dans des situations d'urgence, afin d'assurer que les réponses de CARE en matière de santé et des droits sexuels et reproductifs sont axées sur les personnes. Anoushka joue également un rôle actif au sein de l'IAWG, le groupe de travail interorganisation sur la santé reproductive dans des situations de crise. Elle co-préside le sous-groupe de travail sur les adolescents. Anoushka est diplômée de l'école de santé publique de l'Université de Columbia et de l'école du service diplomatique de l'Université de Georgetown. Anoushka travaille dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive depuis plus de 10 ans et chez CARE depuis 4 ans. Bienvenue Anoushka, à vous. Merci Brittany et merci à tous les participants d'être avec nous aujourd'hui. J'ai l'honneur de présenter notre panel fantastique.
Nous allons commencer avec le docteur Alka Barou. Elle est diplômée en médecine du gouvernement Medical College de l'Université de Nagpur en Inde. Elle a travaillé dans des cabinets pédiatriques privés et publics. Elle est titulaire d'un doctorat en sociologie et elle travaille depuis 15 ans en tant que consultante indépendante sur des recherches axées sur le suivi et la documentation des meilleures pratiques liées aux initiatives et aux programmes de santé reproductive. Elle travaille actuellement sur le suivi et la documentation des progrès des études de cas liées à l'initiative de district d'apprentissage du Programme national de santé des adolescents de l'Inde pour l'Organisation mondiale de la santé. Elle est également membre du comité directeur de Common Health. Bienvenue, Dr. Alka. Maintenant, nous avons Viator Meraji Jerurema, qui est le directeur exécutif de Kigali Hope Organization. Il a plus de 10 ans d'expérience dans le travail avec les jeunes vulnérables, en particulier les jeunes vivant avec le VIH au Rwanda. Kigali Hope Organization est une organisation de la société civile dont la mission est de réduire les infections au VIH et d'améliorer la vie des jeunes vivant avec le VIH. Viator, en dehors de son travail, Viator apprécie la compagnie de sa famille, mais aussi le sport, avec un intérêt particulier pour la course à pied dans les belles rues de Kigali au Rwanda. Enfin, nous avons Eric Bernardo. Il est un infirmier diplômé de profession qui a choisi de ne pas rester aux quatre coins conventionnels d'un hôpital. Après sa carrière médicale, il a commencé à travailler avec des collègues de la profession infirmière qui ont créé la Société philippine des infirmiers SSR, une organisation spécialisée à but non lucratif certifiée par le Conseil réglementaire des infirmiers qui fait progresser la pratique des soins infirmiers en matière de santé sexuelle et reproductive dans le pays. Il occupe actuellement le poste de président jusqu'en 2020. Il est actuellement coordinateur du programme de santé sexuelle et reproductive des adolescents et point focal VIH du Centre LICAN pour la santé des femmes, une organisation non gouvernementale qui travaille sur la santé des femmes et les droits reproductifs des femmes et des adolescents. Il est également membre du groupe de travail technique sur la santé et le développement des adolescents du ministère de la Santé. Il est titulaire d'une licence en soins infirmiers et d'une maîtrise en soins infirmiers en gestion des catastrophes et des urgences. Quel groupe impressionnant! Bienvenue à tous. Comme Brittany a dit, aujourd'hui, nous allons parler de la santé reproductive des jeunes en situation de crise. Donc, voilà ma première question. Selon l'UNHCR, plus de 80 millions de personnes ont été déplacées à la fin de 2020. Quand nous pensons aux situations humanitaires, quels sont vos avis? Vous avez la parole. Eh bien, Manishka, merci de m'avoir invité. Les Philippines se trouvent au bord du bassin du Pacifique et nous avons chaque année un certain nombre de typhons, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques. Donc, lorsque nous parlons de gens qui vivent dans un contexte humanitaire, nous parlons des catastrophes naturelles et des populations qui sont impactées. Nous sommes impactés par un grand nombre de conditions, comme vous le voyez. Merci, Eric. Quelqu'un souhaite-t-il ajouter quelque chose? Permettez-moi d'ajouter quelques mots. En Inde, nous n'avons pas de situation de crise de cette nature telle que d'autres pays les vivent en termes de catastrophes naturelles. Mais nous avons eu récemment des déplacements importants en raison des problèmes de confinement, notamment imposés sans notification préalable. Ces situations de crise ont des implications pour les jeunes gens, les adolescents,
et ont des implications similaires comme d'autres crises. Merci, docteur Alka. Viateur, avez-vous quelque chose à ajouter? Tout à fait. Merci. Lorsque l'on parle des groupes vivant dans leur foyer, dans la région de l'Afrique centrale, il y a un grand nombre de conflits. Les gens sont déplacés à cause de ces conflits. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de camps au Rwanda. Des gens qui viennent de la République démocratique du Congo et du Burundi, nos pays voisins notamment. Donc, dans ces camps, il y a beaucoup de jeunes et un besoin pressant de programmes qui traitent des questions de santé sexuelle et reproductive dans ces camps. Je vous remercie, tous nos orateurs. Donc, pour résumer, comme l'a dit Eric, il peut s'agir d'une crise humanitaire due à la main de l'homme ou à la nature. Nous sommes tous confrontés à ce qui n'est plus une épidémie, mais une pandémie depuis plus d'un an qui a dépassé, transcendé les crises qui existaient déjà. Donc, les personnes qui ont été déplacées par d'autres problèmes se trouvent encore plus impactées. Merci d'avoir mis l'accent là-dessus. Étant donné l'axe de notre discussion aujourd'hui, peut-être pourrions-nous euh, entendre nos intervenants de votre point de vue, quels sont les besoins et les défis des jeunes qui vivent dans des contextes humanitaires en termes de santé sexuelle et reproductive. Je crois, docteur Alka, que vous avez commencé à évoquer ce sujet, donc peut-être pourrions-nous commencer par vous. J'ai une expérience qui se limite avant tout à mon pays quant à ces défis. En plus des défis communs et des besoins auxquels sont confrontés les jeunes pendant cette pandémie qui a des dimensions de crise humanitaire, nous avons également eu d'autres défis, des problèmes au niveau des écoles qui étaient fermées, le manque d'interaction sociale, les adolescents étaient stressés, ils étaient déprimés, donc beaucoup de questions sont ressorties. Et puis, ils n'avaient personne avec qui partager ces préoccupations parce que les soignants se concentraient sur la pandémie, la riposte à la pandémie, donc il leur était difficile d'écouter ces jeunes et de répondre à leurs besoins. Le contexte familial a été impacté, perte d'emploi, manque d'opportunités économiques, déséquilibre économique, tout ceci n'a fait que contribuer au stress. Et la grande question qui ressort, c'est un problème de violence sexospécifique notamment, plutôt que des questions de reproduction, des questions de santé sexuelle et reproductive à proprement parler. Merci, docteur Alka. Eric et Viateur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci, docteur Alka. Je peux vous dire ce qui se passe aux Philippines. Avant la pandémie, les Philippines avaient l'un des taux les plus élevés de grossesse d'adolescents à la pandémie. Comme vous l'a dit Anouchka, nous sommes en situation de confinement et ce depuis mars de l'année dernière. Aujourd'hui, nous observons un nombre important de grossesses d'adolescents. Dans un rapport récent, on est passé pour les 15 à 24 ans, un déclin important du taux de grossesse chez les adolescents. Donc, un problème par contre de violence sexuelle contre les 10 à 14 ans et un problème de VIH chez les jeunes de 15 à 24 ans. Et les jeunes ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas maintenir le lien social
Ils ne peuvent pas aller se faire tester. Ils ne peuvent pas aller dans les centres de traitement. Ceux qui sont positifs, séropositifs ne peuvent pas aller dans les centres de traitement. Nous observons une sous-déclaration de la violence sexo-spécifique. On sait que lorsque l'on est enfermé dans une situation de confinement, les tensions peuvent être assez considérables et les victimes ne savent pas toujours où aller pour déclarer ces attaques. Merci à Eric Viateur. Je vous remercie. Réponse à la question posée. Le contexte humanitaire au Rwanda a des problèmes. En particulier, à cause du problème des camps de réfugiés, où l'on ne dispose pas des installations les plus élémentaires, des services de santé, non seulement, mais aussi des centres pour les jeunes où ils pourraient aller s'exprimer et bénéficier de services, notamment concernant la santé sexuelle et reproductive. Mais dans les camps, des problèmes existent également quand il s'agit d'éduquer, de former les jeunes dans ces camps de réfugiés. Et par rapport à d'autres personnes autour des camps, les camps eux-mêmes ont besoin d'écoles où les jeunes pourraient aller apprendre, pouvoir aller à un endroit où ils peuvent bénéficier d'une éducation élémentaire, car ceci peut avoir un impact sur les jeunes. Donc, ce n'est pas simplement des informations sur la santé sexuelle et reproductive. Je vous remercie. Je crois que toutes ces remarques sont d'importance capitale, comme l'a dit le docteur Alka, lorsque il y a des crises humanitaires, nous savons, étant donné l'exemple de la COVID, je vois dans la fenêtre de chat, il y a un de nos collègues qui parle de la crise au Tigré. Lorsque ces crises humanitaires se produisent, la structure sociale dont dépendent souvent les adolescents commence à se détériorer et les gens vers qui ils peuvent se tourner, qu'il s'agisse de pères, d'enseignants, d'amis, eh bien, ils en sont peut-être séparés, ce qui fait qu'ils sont plus exposés à d'autres risques, ce qui provoque une exposition à l'exploitation sexuelle, aux sévices, à la violence sexospécifique, à des grossesses imprévues et non souhaitées, la difficulté d'accès aux services de traitement, comme l'a dit Viateur. Donc, tout ceci ne fait qu'exacerber les besoins en santé sexuelle et reproductive, et puis cela disparaît parce que ce n'est plus quelque chose d'important au vu des autres problèmes, et c'est ce que vous avez mentionné, et puis avec ce risque de grossesse non souhaitée qui se produit. Dans ce même contexte, Viateur, vous avez commencé à parler de ce que sont les obstacles spécifiques ou des impacts sur la prestation des services de santé sexuelle et reproductive aux jeunes. Nous savons que dans les contextes de crise, il y a des barrières à la fourniture de ces services. Pourriez-vous nous en dire davantage sur ce que ces obstacles sont et sur la manière dont nous pouvons adapter les programmes pour répondre aux besoins des jeunes, notamment en termes de santé sexuelle et reproductive, dans un contexte de crise? Le problème se situe au niveau du manque d'installations disponibles. Par exemple, je peux dire que les installations, c'est normalement un endroit où les jeunes peuvent aller pour parler avec d'autres jeunes, avec leurs pairs, mais ils peuvent aussi y obtenir des informations fondamentales sur la santé sexuelle et reproductive
et des services importants, la protection contre le VIH, les tests de séropositivité, les informations sur la menstruation pour les jeunes filles, où peuvent-elles obtenir des protections gratuitement parce qu'elles n'ont pas d'argent. Elles n'ont pas les moyens d'aller se procurer ces matériels, ces choses importantes, surtout pour une jeune fille. Dans les camps, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a que l'environnement est inhabituel, qu'ils ont des relations sexuelles. Il leur faut donc des préservatifs gratuits pour éviter les grossesses non souhaitées. Nous avons donc besoin au niveau de la mise en application d'activités, de prendre ces défis en considération. Par ailleurs, nous avons organisé une activité dans un camp ici, et dans le cadre de cette activité, qui a duré quelques mois, un groupe de jeunes éduquait un autre groupe de jeunes et pour la mise en œuvre d'activités dans le camp. Donc, ils s'installaient dans le camp pour distribuer des informations. Et nous l'avons fait. Pourquoi? Eh bien, parce que ces jeunes connaissent la langue qui est parlée à l'intérieur du camp, mais aussi nous voulions impliquer les jeunes eux-mêmes pour qu'ils fassent le travail, parce qu'ils sont plus efficaces que nous, puisque nous ne vivons pas à l'intérieur du camp. Il faut considérer que la capacité des jeunes dans les camps sont limitées. Vous pouvez prendre ceux qui ne sont pas formés et les cibler tout d'abord en assurant leur formation à leur travail, puis en les laissant faire le travail parce qu'ils savent comment procéder. Et je suis certain qu'un grand nombre d'organisations qui sont venues ont fait un travail tout à fait remarquable en ce sens. Et nous vous remercions. Très bien, merci Viateur. Eric, je sais que vous avez beaucoup d'expérience en travaillant avec la SSR dans des contextes humanitaires. Pouvez-vous en parler davantage? Oui, comme on a dit, en situation de crise, cela peut exacerber les besoins des jeunes. Aux Philippines, nous avons une loi sur la santé reproductive qui limite les jeunes de moins de 18 ans. Ils n'ont pas l'accès aux services de santé reproductive. Donc, avec les crises actuelles, le problème s'est aggravé. Nous manquons des données sur, par exemple, les garçons ou les adolescents qui viennent dans des installations sanitaires, combien de personnes ont besoin des kits d'hygiène et combien de jeunes ont demandé les informations sur la santé reproductive. Donc, dans le contexte de la pandémie, le gouvernement philippin a imposé encore plus de restrictions basées sur l'âge. On a limité les jeunes de moins de 16 ans de sortir pour des raisons d'urgence ou même des autres raisons. Nous avons fait quelques progrès avec à empêcher une deuxième grossesse ou d'autres grossesses des jeunes. Mais si une jeune aimerait
ne pas tomber enceinte, elle est restreinte. Elle ne peut pas sortir pour chercher les services de planification familiale. Pour les installations de santé publique, on a besoin d'une autorisation des parents. Pour moi, comme je travaille en clinique privée, nous allons fournir ces services, même sans cette autorisation des parents, dans n'importe quel contexte, pour aider ces jeunes filles à éviter des grossesses non souhaitées. Il faut faire ce travail. Nous continuons à fournir ces services. En termes de situation humanitaire, encore une fois, il y a d'autres obstacles, surtout pour les services de santé reproductive pour le public en général, mais surtout pour les jeunes. Merci beaucoup de toutes ces réponses très complètes. J'aimerais souligner quelques idées clés. Dans des situations de crise, nous savons que les adolescents continuent à avoir des rapports sexuels et en fait que même la participation dans ces activités sexuelles augmente. Donc, il faut créer des stratégies ciblées pour répondre à leurs besoins spécifiques. Il faut renforcer les capacités, il faut aussi distribuer des informations pour qu'ils comprennent les risques et les possibilités de protection. Qu'América dit, ces besoins en matière de SSR continuent. Il faut aussi penser au DMU, le dispositif minimum d'urgence. Nous savons que c'est le minimum nécessaire dans des situations de crise humanitaire. Il y a aussi une boîte à outils de l'IAWG qui a créé des diapositives spécifiques pour les adolescents en situation de crise. Donc, merci beaucoup de toutes ces explications. Merci à vous deux. Donc, pour continuer la conversation, vous avez parlé de la participation des jeunes et l'implication des jeunes. Comment pouvons-nous bien intégrer la participation des jeunes dans des situations de crise pour répondre à ces problèmes, pour relever aux défis? Donc, Docteur Alka, j'aimerais bien savoir si vous avez quelques idées de comment impliquer les jeunes dans la conception des programmes. Pour commencer, je vais dire, je ne pense pas qu'il faut attendre une crise pour impliquer les jeunes. L'implication des jeunes devrait faire partie dès la conception d'un programme. Il est très clair ce qui se passe quand le système est dans une situation de crise. Donc, les jeunes devraient être impliqués depuis la première étape. Les jeunes devraient participer à la conception jusqu'à la mise en œuvre. Il y a des plateformes existantes qu'on peut utiliser pour travailler avec les jeunes. On devrait aller dans des endroits que les jeunes fréquentent déjà. On a des points de service institutionnels. Les jeunes utilisent les OSC, les ONG, ainsi que le secteur gouvernemental. Mais il faut il faut souligner qu'il faut utiliser les médias et les plateformes qu'ils utilisent les jeunes. Je vais vous donner un exemple. En Inde, nous avons un programme pour les adolescents qui a des diapositives spécifiques pour les adolescents. Ce qui veut dire que nous avons des centres sanitaires adaptés aux jeunes. Quand le conseil a ouvert le conseil, il y avait une queue très, très longue des adolescents qui voulaient venir pour chercher les services de santé reproductive. Ils savaient qu'ils reconnaissaient
que ce centre était important. Donc, la perspective du système est vraiment différente de la perspective des jeunes. Il faut faire très attention, même au nom des cliniques, au nom des centres sanitaires. Il faut aussi impliquer les jeunes même dans le processus de suivi et de rétroaction. Voilà le processus et comment impliquer les jeunes. Merci beaucoup, Dr. Alkia. Vous avez vraiment souligné le fait que si nous voulons vraiment atteindre les jeunes, il faut les impliquer dans la conception et dans chaque étape de la mise en œuvre d'un programme. Eric, si vous avez quelque chose à ajouter? Oui, merci beaucoup. Pour s'assurer que nous avons une participation importante des jeunes, il faut nous assurer que les jeunes ne sont pas simplement les bénéficiaires d'un projet, mais que les jeunes sont en fait les partenaires. Il faut les écouter, il faut leur fournir une plateforme, il faut parler avec eux de comment les jeunes pensent qu'ils peuvent impliquer plus de jeunes, comment ils peuvent atteindre plus de leurs pairs. Si nous pouvons tout simplement continuer à insister sur le fait que voilà ce qui fonctionne, même si quelque chose a marché par le passé, ça ne veut pas dire que ça va marcher maintenant avec les jeunes d'aujourd'hui. Il faut continuer à les écouter et à adapter les programmes en utilisant leur point de vue. Merci Eric. Viateur. Oui, je pense que mes collègues ont déjà tout dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit. Merci beaucoup. Oui, et je pense, pour répéter quelque chose que le docteur Alka a déjà dit, il faut utiliser les réseaux existants. Et ce qu'Eric a dit, il faut écouter aux jeunes qui sont déjà en train de discuter sur les plateformes différentes. Il faut réfléchir à comment impliquer les jeunes, peut-être avec les groupes techniques qui travaillent sur la préparation aux urgences et à la riposte. Donc, même avant une crise, nous allons déjà réfléchir aux politiques, aux programmes. Nous allons prendre en compte les besoins et les capacités des jeunes. Merci beaucoup pour ces excellents exemples. Nous avons déjà parlé de quelques exemples intéressants, mais pour parler un peu plus de détails, j'aimerais bien savoir quels sont de bons exemples de programmes de SDSR qui ont réussi, qui ont répondu aux besoins des jeunes dans ces contextes. Quelles sont les pratiques exemplaires pour répondre aux besoins des jeunes dans des situations de crise? Je sais que nous en avons déjà parlé, mais j'aimerais bien avoir quelques exemples concrets. Si vous me permettez, je peux commencer. En 2011, 2012, quand il y avait le typhon Washi qui a touché les Philippines, beaucoup de jeunes sont venus pour aider dans les efforts du gouvernement de la riposte à cette catastrophe. C'était impressionnant combien de jeunes étaient là. On voulait savoir combien de garçons étaient dans un endroit, combien de filles, combien de, de femmes enceintes, de filles enceintes. L'implication des jeunes était vraiment appréciée parce qu'ils ont aidé tout le pays. Ce groupe de jeunes avait déjà été identifié par le gouvernement. C'était des jeunes responsables. On a demandé à ce groupe de mener des programmes, de lancer des discussions avec des autres jeunes, même des jeunes qui n'allaient pas chercher les services SSR, pouvaient commencer à le faire, pouvaient avoir des discussions avec ces jeunes leaders. Donc, il était important de travailler avec les jeunes. Les jeunes allaient se présenter en tant que bénévoles pour faire ce travail.
Donc, il faut reconnaître leurs connaissances. Il faut leur donner une plateforme où ils peuvent réussir. Ces jeunes sont maintenant des chefs de file dans plusieurs domaines. Ils sont même des chefs de leurs propres organisations. Il y a un qui a ouvert un centre d'évacuation. Donc, ce sont tous des leaders qui ont commencé très jeunes. C'est un exemple fantastique. Merci, Eric. Je pense que vraiment, ça nous montre comment on peut utiliser les réseaux existants et comment on peut les utiliser pour la mise en œuvre et pour les efforts de riposte. Donc, d'autres exemples, le docteur Aika, Viateur. Oui, je vais parler de deux exemples du secteur non gouvernemental. Quelque chose d'essentiel dans ces deux exemples est que les programmes étaient très flexibles. On s'est adapté rapidement aux besoins émergents. Il y avait un système d'information qui a été conçu. On a fait une collecte de données auprès des adolescents. Par exemple, on voulait savoir quels étaient les besoins pour l'éducation sanitaire. Est-ce que les régions manquent de fonds pour soutenir les services utilisés par les jeunes? On a posé des questions très rapidement. On avait des endroits, les centres d'appel où les jeunes pouvaient appeler pour avoir encore plus d'informations. Et on a vraiment très rapidement adapté pour offrir des services de télémédecine et de téléconseil. Ce qui s'est passé en Inde, il y a une hiérarchie. D'abord, on dit que la santé reproductive, sexuelle et reproductive ne représente pas des services essentiels. Ce n'est pas les services d'urgence. Après, les services pour les adolescents sont moins importants que d'autres services. Après, les services adaptés pour les filles, parce qu'on dit que la santé des filles et des femmes n'est pas aussi importante que la santé des garçons et des hommes. Donc, nous avons cette hiérarchie. Donc, les services pour ces groupes qui sont plus vulnérables euh, c'est le secteur non gouvernemental qui s'en occupe. Viateur, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Lorsque vous voulez cibler les jeunes dans les camps de réfugiés ou dans des contextes d'urgence, il est important aussi de prendre en considération d'autres partenaires, notamment ceux qui soient déjà là, sur le terrain, mais aussi, ici au Rwanda par exemple, le ministère responsable des questions d'urgence doit aussi être impliqué. Il faut travailler avec eux parce qu'ils ont soit les matériaux, et puis il y a d'autres gens qui sont déjà sur le terrain, qui savent mieux ce dont on a besoin dans le camp. C'est donc très important pour autonomiser les jeunes au sein des camps de réfugiés, leur apprendre à travailler avec autrui. Il est nécessaire de penser à ce qui va se passer une fois que le projet sera terminé. La pérennité, la durabilité doit être préparée pour que les jeunes puissent poursuivre ces activités après tout ce qui a été fait et tout ce qui doit être fait. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Oui, une excellente remarque. Bien sûr, nous soulevons ici les principes clés des meilleures pratiques. Il faut penser à la coordination entre agences, institutions, gouvernements, comme l'a dit Viateur,
Il a également été mentionné que pour ce qui est de des services de santé sexuelle et reproductive, sont peut-être évidents, mais les adolescents ont besoin d'autres choses, services de protection, des services de santé mentale. Il faut donc une approche multisectorielle. Nous avons tous parlé d'une participation qui soit pleine de sens. Vous avez abordé la question de savoir qu'il fallait reconnaître que les adolescents n'étaient pas un groupe homogène. Ils sont constitués de sous-groupes qui souffrent d'impacts différents et parfois disproportionnés des crises. Donc, il faut envisager leurs besoins particuliers, la manière dont arriver jusqu'à eux grâce à des plateformes, des services qui leur sont accessibles. Et puis, il faut envisager le soutien communautaire par les dirigeants religieux, par les chefs locaux, par leurs parents. Donc, une discussion très, très intéressante en la matière. Nous avons une question dans la fenêtre de chat. Quels sont les besoins uniques des hommes et des garçons dans ces contextes et comment les impliquer dans les services de santé sexuelle et reproductive? Qu'en pensent nos intervenants aujourd'hui? Je crois qu'il y a un malentendu lorsque l'on parle de santé sexuelle et reproductive et des besoins des jeunes filles. Nous le savons, les services de planification familiale, les contraceptifs sont très centrés sur les femmes, c'est vrai. Mais il faut instiller dans les jeunes garçons le sens qu'une fille ne tombera pas enceinte si elle n'est pas imprégnée par un garçon. Il faut donner aux garçons l'espace nécessaire pour parler de leurs propres préoccupations. Les adolescents sont généralement considérés comme sains. Il faut bien comprendre que si ces garçons n'ont pas de besoin de santé sexuelle ou reproductive, nous les laissons à la traîne. Il faut donc leur donner, je le répète, un espace pour pouvoir s'exprimer, avoir des groupes de jeunes garçons où ils peuvent évoquer les différentes questions. Il y en a qui vont dire en réponse à un problème évoqué, bah, moi j'ai le même problème, moi j'ai la même préoccupation. Donc, si on leur donne des plateformes pour parler de ces préoccupations, ils comprendront qu'ils font bien partie des efforts qui sont déployés pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents et pas seulement des adolescentes. Tout à fait. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il ajouter quelque chose? J'aimerais, si vous le permettez, dire quelque chose. Il va de soi que différents groupes ont différents besoins, garçons, filles, mais il faut aussi envisager une implication de tous. Dans un domaine spécifique, par exemple, le problème des protections menstruelles. Les jeunes garçons ont besoin de comprendre qu'une jeune fille a besoin d'avoir une protection menstruelle à la fin du mois. Ils vivent ensemble, ils grandissent, ils devraient donc savoir que les filles ont des besoins particuliers, ce qui est d'importance cruciale. Dans notre organisation, nous appelons ça l'engagement des hommes. Nous voulons engager les garçons, les hommes pour appuyer leurs sœurs, les filles qui ont des besoins uniques et les aider à trouver des solutions. Sinon, leur implication n'est pas suffisante. Nous construisons des familles pour demain, des familles qui sont d'ores et déjà cassées, brisées, parce que le garçon ne comprend pas que la fille a des besoins particuliers qu'ils doivent appuyer, pour lesquels ils doivent contribuer à trouver des solutions. Merci. Ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il faut
appliquer cette notion de genre pour bien comprendre les besoins propre de chaque groupe. On le sait, les filles souffrent d'un impact disproportionné, mais les garçons ont aussi besoin qu'on s'occupe d'eux, sinon ils risquent d'être recrutés dans des gangs ou autres. Et nous savons que les garçons, les hommes, sont aussi les victimes de la violence sexuelle. Donc, il est important de répondre à leurs besoins particuliers, mais qu'ils soient aussi de bons partenaires. Vous avez tous les deux parler de ce dialogue, de cet échange de conversation qui est absolument essentiel pour l'avenir. Nous avons une autre question dans la fenêtre de chat. Étant donné les défis que vous avez tous mentionnés concernant l'accès aux services dans ces contextes, quel est le rôle que vous percevez pour les nouvelles directives de soins personnels de l'OMS et comment traiter des problèmes d'accès aux soins personnels? C'est particulièrement important dans le contexte de la COVID. J'aimerais demander au docteur Alka de commencer la réponse. Certes, et ce n'est pas quelque chose qui soit unique pour la pandémie. Il n'existe pas de programme ou de service spécifique pour ces jeunes, du moins en Inde. Donc, les adolescents sont un peu sceptiques et inquiets face à ce que proposent les prestataires dans le contexte des services de santé sexuelle et reproductive. Donc, ils ne vont pas dans les installations. Que font-ils? Ils utilisent d'autres options de soins personnels en achetant des médicaments dans les pharmacies, en s'auto-traitant. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que cette intervention de soins directs fasse bien partie d'un protocole suivi par les adolescents et qu'ils disposent des informations nécessaires pour les utiliser correctement et qu'ils sachent où aller en cas de complications. Donc, tant que cette gamme existe en termes de médicaments, de services qu'ils peuvent se procurer par eux-mêmes et qu'ils puissent aller dans les installations en cas de complications, à ce moment-là, les interventions de soins, d'auto-traitement fonctionnent bien. J'aimerais vous remercier. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose à ce que vient de dire le docteur Alka? Oui, si vous le permettez. Pardon, docteur Alka, je voulais ajouter que dans mon pays, l'accès des adolescents aux ressources pour acheter ces ressources sont très limités. Eric, les consultations en ce sens, ce sont la nouvelle norme pour les services de santé sexuelle et reproductive. Bon, pour ce qui est des produits de soins personnels, les préservatifs, les protections menstruelles, cela était déjà fourni parce que les prestataires savent qu'il est nécessaire de leur donner accès à ces produits. Les autres, pour ce qui est des préoccupations de ces jeunes, eh bien, par exemple, s'ils ont des injectables ou des implants, il faut que l'on puisse évaluer leurs besoins pour leur fournir des informations sur la manière de prendre la pilule, que faire s'ils oublient une pilule, etc. C'est une forme de soins personnels, d'auto-traitement. S'ils n'ont pas encore les produits dont ils ont besoin pour le mois prochain, où doivent-ils aller pour se les procurer? Ce genre d'informations. C'est une autonomisation des jeunes qui est très importante. Je vous remercie d'excellentes remarques et je me demande comment nous pouvons appliquer ces directives pour répondre aux besoins uniques des adolescents en appuyant la notion de confidentialité, de respect de la vie privée et, comme l'a dit le docteur Alka, s'assurer que nous disposons d'un système de supervision robuste pour le suivi et le soutien. Étant donné le peu de temps qui nous reste, je vais devoir redonner le micro à Brittany, mais avant qu'il me soit permis de remercier FP 2030 Knowledge Success et notre excellent panel aujourd'hui. Merci de cette brillante conversation. Brittany. Merci Anouchka, merci à tous.
de cette discussion vraiment animée et intéressante. Permettez-moi de remercier les orateurs qui se sont joints à nous. Merci également à Anouchka, notre modératrice, et à vous tous de vos excellentes questions. Nous allons poster l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui et nous espérons que vous vous joindrez à nous pour la prochaine conversation le 5 août à 7 heures. Et nous conclurons ce module en examinant les besoins de santé sexuelle et reproductive des jeunes ainsi que des minorités. Si vous ne l'avez pas encore fait, inscrivez-vous sur le lien qui sera placé dans la fenêtre de chat. Nous espérons que vous continuerez à suivre FP 2030 et Knowledge Success aux adresses indiquées à l'écran. Merci à tous, merci aux orateurs, merci à notre modératrice et merci à tous de cette conversation fascinante. L'heure a passé trop vite et nous vous donnons à tous rendez-vous le 5 août. Bonne fin de journée.